L'histoire d'un déclin ou les limites de la puissance. J'essaierai de prendre position sur cette alternative à la fin de mon exposé. Alors, en voyant le programme du colloque, moi je vais vous emmener sur des espaces un peu lointains. Alors on parlait tout à l'heure des Français qui ne maîtrisaient pas forcément la Catalogne ou l'Italie. Alors là je vous laisse imaginer l'Europe baltique, mais j'en parlerai, mais c'est vrai que ça a aussi beaucoup d'importance. Je voudrais dire également une deuxième chose en préambule, c'est que les dates qu'on a choisies pour ce colloque, qui sont pour nous, historiens français ou de la France, évidentes, comme par exemple la date de 1715, pour nous c'est une évidence. En Europe du Nord, c'est une date qui n'a pas vraiment de sens. Un petit peu quand même, mais qui n'a pas de sens véritable. La grande date qui marque la fin, en quelque sorte, du XVIIe siècle, c'est la date de 1718 et la mort du roi Charles XII. Je vais parler de tout cela. Alors, donc, dans l'histoire de l'Europe du Nord, la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est la période de l'apogée suédoise, qu'on appelle le Stormaktiden, c'est-à-dire le temps, l'époque de la grandeur. Alors, à cette époque, Stockholm, la Suède est à la tête d'un empire qui s'étend sur l'ensemble de l'Europe baltique, et la Suède est considérée comme une grande puissance européenne. D'ailleurs, son roi est devenu prince d'empire, et en même temps garant des traités de Westphalie, ce qui lui donne une position extrêmement prestigieuse. Alors, l'avènement de la puissance suédoise repose notamment, pas uniquement, mais notamment, sur son alliance avec la France, qui est inaugurée en 1631 par le traité de Berwald, donc à l'occasion de la guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, le traité de Berwald en particulier, marque l'intégration finalement du royaume scandinave dans le dispositif français des alliances de revers destinées à lutter contre la maison d'Autriche. Alors, la Suède protestante doit servir de contre-feu sur le flanc nord de l'Allemagne, et finalement c'est ce schéma qui structure l'ensemble des relations entre la France et la Suède pendant le règne de Louis XIV. Et c'est précisément avec toujours cette idée-là en tête qu'il faut considérer les interventions de la politique française en Europe baltique au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors effectivement, pour les Français, la balance, qu'on appelle la balance du Nord, donc l'équilibre du Nord, si vous voulez, l'équilibre régional, s'articule autour de la puissance suédoise, elle-même établie sur les territoires suédois du nord de l'Allemagne, acquis donc à l'occasion des traités, enfin reconnus à l'occasion des traités de Westphalie, donc de 1648. Le rôle de la Suède dans le dispositif géostratégique français contraint Louis XIV à être un acteur de la vie diplomatique et politique et militaire en Baltique, et on le voit notamment à l'occasion de la paix d'Oliva en 1660, où il est en quelque sorte, alors selon l'expression consacrée, l'arbitre du Nord. Il le sera aussi en 1679, j'aurai l'occasion d'en reparler. Pour les Français, il y a une expression que j'aime bien citer, la Suède, alors selon l'ambassadeur français à Stockholm dans les années 1670, la Suède est l'allié des aînés de la France. Alors les choses changent à partir des années 1680, par une sorte de conjonction, si vous voulez, d'évolution régionale, baltique et continentale. Et pour le comprendre, il faut jouer sur les échelles, c'est-à-dire considérer l'échelle baltique, l'échelle septentrionale et l'échelle européenne. Alors, d'abord, la première chose, il y a trois facteurs, si vous voulez, qui vont vraiment changer la donne en Europe du Nord. Le premier facteur, c'est la réorientation de la politique étrangère suédoise pendant le règne de Charles XI. J'aurai l'occasion d'en reparler. Le deuxième facteur, c'est l'influence toujours plus importante de l'Angleterre, secondée par les Provinces-Unies à partir de la Glorieuse Révolution, donc de la fin des années 1680. Et le troisième facteur, qui intervient un petit peu plus tard, c'est la révélation de la puissance russe à l'occasion de ce qu'on appelle la Grande Guerre du Nord. Donc, si vous voulez, ces trois facteurs vont
profondément modifié la manière, enfin les conditions d'exercice de la diplomatie française en Europe du Nord. Et je voudrais montrer que dans cette période, donc on va dire des années 1680, on va dire aux années 1710, eh bien pour la diplomatie française, le temps n'est plus aux arbitrages autoritaires, mais à une diplomatie fine, opportuniste, qui doit faire des sacrifices pour préserver l'essentiel. Alors, la glorieuse révolution d'Angleterre, la révolution de 1688, est un événement majeur dans l'histoire européenne. Alors qu'auparavant, la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies étaient toutes trois en rivalité dans le Nord et sur les mers, avec l'avènement de Guillaume III, donc roi d'Angleterre et statuaire des Provinces-Unies, eh bien, il y a une profonde modification de l'équilibre des forces sur mer. L'équilibre des forces sur mer par la réunion de fait entre les flottes anglaises et néerlandaises. Alors, ce changement est particulièrement sensible en Baltique, parce que, comme vous le voyez, l'Europe baltique est un espace de production de matériaux de marine extrêmement important. Alors, bon, là vous avez une carte que j'ai réalisée, donc vous voyez les principaux produits. Et donc pour les Anglais et les Néerlandais, il est extrêmement important d'être présent en Baltique et de maintenir ce que eux appellent la balance du Nord, qui n'est pas la même balance du Nord que Louis XIV, en particulier sur la répartition des débouchés du marché russe. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes, si vous voulez, des Anglais et des Néerlandais, c'est d'éviter qu'une seule puissance ait à la fois le contrôle de l'ensemble des débouchés des matériaux de marine et la même puissance, c'est-à-dire la Suède, le contrôle des deux rives du détroit du Sund qui permet de passer de la mer Baltique à la mer du Nord. Les Français ont des considérations totalement différentes, parce que le commerce français le commerce direct, je dis bien direct, de la France en Baltique est extrêmement limité. Il y a très peu de bâtiments français qui se rendent en Baltique. En revanche, il y a beaucoup de produits français, les vins, les produits coloniaux qui commencent à arriver à la fin du XVIIe siècle, mais ces produits sont transportés par les Anglais, par les Néerlandais et par les Hanséates. Donc il y a très peu de commerce direct, alors qu'il y a les produits français sont recherchés en Europe du Nord. Pour Louis XIV, je l'ai dit, pour la France, l'enjeu, c'est la présence suédoise dans les territoires qui sont situés au nord de l'Allemagne. Et Louis XIV intervient à plusieurs reprises de manière autoritaire. Alors je vous montre par exemple cette gravure qui est alors les Suédois réinstallés en Allemagne. Alors vous avez Louis XIV qui est donc pour vous à gauche et qui va faire restituer en 1679. Alors que s'est-il passé en deux mots? La Suède est en guerre contre le Danemark et le Brandebourg. Le Brandebourg, enfin les deux ennemis de la Suède s'emparent de territoires suédois qui sont situés dans le nord de l'Allemagne, et Louis XIV envoie ses troupes menacer directement l'électeur de Brandebourg et le roi de Danemark en disant voilà, vous restituez à la Suède, terminé. Alors effectivement, les deux ennemis de la Suède s'exécutent, restituent les territoires poméraniens, sauf que la paix qui est signée, les conditions de la paix sont dictées par Louis XIV. Et non pas par Charles XI de Suède. Alors le roi de Suède va en être extrêmement meurtri, avoir la sensation d'être traité comme un simple condottiere, une sorte de valet, si vous voulez, puisqu'il est prince souverain, et même si, alors évidemment, l'absolutisme, ce qu'on appelle l'absolutisme suédois s'installera un petit peu après, bon, il a une haute idée de sa souveraineté, ce qui est normal, et il n'accepte pas qu'un roi, fût-il Louis XIV, dicte ses conditions de paix à lui. Vous voyez, c'est quand même assez inouï. Donc, vexation du côté suédois. On peut ajouter à cela d'autres éléments qui vont vraiment dégrader très fortement les relations entre la Suède et la France. La politique des réunions, puisque vous savez que le roi de Suède, Charles XI, appartient à la lignée du Palatinat, donc à des terres en Palatinat, notamment le duché de Deux-Ponts, et que dans le cadre de la politique de réunion, eh bien, Louis XIV voulait mettre la main sur le duché de Deux-Ponts. Or, c'était les terres patrimoniales de la famille
du roi de Suède. Donc évidemment, problème, et puis s'ajoute à cela évidemment la révocation de l'édit de Nantes qui ne va pas arranger les choses. Et donc il y a cette dégradation des relations franco-suédoises dans les années, on va dire, 1680, doit être mise en relation avec un autre élément, c'est que Charles XI conçoit que, enfin, en quelque sorte, on parlait tout à l'heure de Louis XIV qui a choisi une stratégie défensive, ça me faisait penser à Charles XI. C'est-à-dire que la Suède a été pendant longtemps un pays plutôt expansionniste, avec une logique expansionniste, et elle est passée à partir précisément de ces années 1680 à une logique défensive. Il ne s'agit plus pour les Suédois de conquérir, il s'agit de conserver. Or, l'empire, ce qu'on appelle l'empire suédois, c'est un empire qui est avant tout maritime, puisqu'il est de part et d'autre de la Baltique. Et donc, les Suédois ont besoin d'avoir un allié puissant sur mer. Cet allié, bien sûr, ils vont le trouver naturellement chez les Anglais et les Néerlandais. Et on trouve d'ailleurs, notamment chez un ambassadeur suédois, un ambassadeur anglais, pardon, qui s'appelle John Robinson, qui a écrit en 1688 un ouvrage sur l'état présent de la Suède, et il dit voilà, l'amitié de l'Angleterre et de la Hollande est absolument indispensable à la Suède en raison de sa faiblesse sur mer. Quand la guerre de la Ligue d'Augsbourg éclate, Louis XIV n'a plus d'alliance dans le Nord susceptible de lui servir d'alliance de revers, selon la stratégie habituelle de la France. Les seules ambitions de la diplomatie française en Suède et au Danemark, ces ambitions vont se limiter à tirer profit de la neutralité scandinave et d'intégrer le roi de Danemark et le roi de Suède dans un tiers parti, qui regrouperait les princes du nord de l'Allemagne. Alors, on ne leur demande pas vraiment de se retirer de la guerre, de toute façon, c'est pas possible, mais simplement de donner le minimum de troupes à l'empereur. D'ailleurs, il faut remarquer que, effectivement, la Suède et le Danemark sont neutres pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, mais en réalité, il y a des contingents suédois et danois qui combattent parce que le roi de Suède et le roi de Danemark sont princes d'empire et que, au titre de leur possession dans l'Empire, ils sont obligés de participer à l'effort de guerre contre la France, bien qu'ils soient neutres en qualité de roi de Danemark et de roi de Suède. Vous voyez comme les choses sont simples. Alors, d'un mot très, très rapidement, en ce qui concerne le Danemark, Louis XIV va réussir à signer un traité très secret de neutralité en 1691. En gros, le roi de Danemark dit « D'accord, je reste neutre en qualité de roi de Danemark, mais il faut me payer ». Louis XIV promet de verser des subsides. Bon. Quant à la Suède, eh bien, Charles XI, lui, comme le dit l'ambassadeur de France à Stockholm, il souhaite passionnément de procurer la paix à l'Europe, il souhaite être médiateur, donc il reste neutre également. Le problème, c'est qu'il y a toujours des doutes sur la bienveillance de la neutralité suédoise qu'on soupçonne, pas toujours à juste titre d'ailleurs, mais pas toujours à tort non plus, d'être favorable aux Anglais et aux Néerlandais. En réalité, c'est un changement important, c'est que la neutralité scandinave va s'avérer finalement avantageuse pour la France. Pourquoi ? Alors pour le comprendre, il faut considérer les changements dans la manière de faire la guerre sur mer pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La puissance anglo-néerlandaise permet désormais à Guillaume III, enfin aux ennemis de la France, aux Anglais et aux Néerlandais, de mener une politique de traque systématique, au début de la guerre, après ils vont un petit peu se ramollir, si j'ose dire, mais au commerce ennemi, c'est-à-dire au commerce français, parce qu'ils ont la supériorité sur les mers. Or, la neutralité scandinave permet à Louis XIV de dénoncer, on parlait tout à l'heure de monarchie universelle, etc., de dénoncer, alors c'est le début d'un discours qu'on retrouve jusqu'à l'époque napoléonienne, les prétentions, notamment anglaises, à la monarchie universelle des mers, les attentats, les insultes, les affronts que les marines anglaises et néerlandaises infligent aux pavillons scandinaves, en leur disant, mais nous, la France, nous respectons le droit des gens, le droit des neutres qui est en train de se cristalliser à cette époque-là. Alors,
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de navires scandinaves qui sont saisis par les corsaires français, évidemment, mais enfin bon. Et donc on dénonce l'attitude hégémonique des marines ennemies. Et c'est très important parce que pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, alors les choses vont être différentes pendant la guerre de succession d'Espagne, mais pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, eh bien, les pavillons suédois et danois sont extrêmement importants pour maintenir les échanges extérieurs du royaume, puisque le pavillon français, évidemment, éprouve quelques difficultés, et évidemment, les ennemis ne peuvent plus faire ce commerce. Alors, bien souvent, d'ailleurs, il faut le dire, je le dis simplement d'un mot, sous pavillon suédois et danois, on avait des Hambourgeois, on avait des Hollandais, on avait des Anglais. Mais enfin, bon. Ce qui d'ailleurs invite aussi à des réflexions sur ce que c'est qu'un rapport entre ennemis réellement en temps de guerre. Je ferme la parenthèse. Bien. Alors, finalement, à la différence donc des guerres précédentes, pas d'alliance, mais cette neutralité qui a été finalement avantageuse, malgré tout sur le plan géostratégique, c'est un recul de la France et qui contraint Louis XIV à adopter une stratégie diplomatique défensive, ce qui n'était pas le cas précédemment. La dégradation des relations avec la Suède doit être aussi replacée dans le contexte général d'un recul de l'influence française en Europe du Nord plus globalement. Les relations n'ont jamais été très cordiales avec le Danemark, donc je laisse les Danois de côté. En revanche, 1697, revers pour la France, puisqu'on a l'électeur de Saxe, Auguste, qui est élu roi de Pologne, que Louis XIV ne parvient pas à faire élire son cousin Conti. Ensuite, autre élément, donc recul également de l'influence française en Pologne. La politique des réunions, la révocation de l'édit de Nantes dégrade également l'image de la France, en quelque sorte, de Louis XIV dans le nord de l'Allemagne. Et donc, finalement, c'est une situation qui est à la veille de la guerre de succession d'Espagne, ou en tout cas de l'ouverture de la question de la succession d'Espagne. Eh bien, la diplomatie française en Europe du Nord est dans une situation délicate. Alors, on espère beaucoup en 1697 à la mort de Charles XI. On dit voilà, Charles XI est mort. Le jeune roi, né en 1682, donc la Diète va le reconnaître roi, il va avoir 15 ans, parce qu'en fait en Suède, c'est comme avec Gustave Adolphe, comme il y a des coteries évidemment qui s'affrontent quand le roi est mineur, qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà, le roi est majeur, comme ça on imagine que ça va éliminer, si vous voulez, les risques entre les pros, alors ceux qu'on appelle ceux qui sont favorables à l'alliance anglo-néerlandaise, donc héritiers en quelque sorte de la politique de Charles XI, dont le chancelier Bengt Oxenstierna, et ce qu'on appelle les Französkemägar, c'est-à-dire les estomacs français, c'est-à-dire les partisans de la France. Alors on voit bien, l'estomac français. Bien. En fait, il y a un grand problème pour les Suédois dans vraiment ces toutes dernières années. Alors c'est un problème qui monte dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est le problème du Holstein. Alors, avant de rentrer dans les détails, je vous ai mis cette petite citation que je trouve très drôle. Je vous la traduis en français, vous pouvez la lire. Hein. Le Schleswig-Holstein est une question tellement compliquée qu'il n'y a que 3 hommes en Europe qui l'ont compris. D'abord, le prince Albert de Holstein, qui est mort. Le deuxième, c'est un professeur allemand qui est devenu fou. Et moi, j'étais le troisième et j'ai tout oublié. Alors, celui qui dit ça, c'est Henry John Temple Lord Palmerston, qui est le premier ministre britannique pendant la guerre du Schleswig-Holstein en 1864. Et effectivement, c'est une affaire qui est extrêmement compliqué. J'essaye de vous faire les choses de manière très simple. Vous avez sur cette carte, donc qui est à votre droite, la répartition. Alors le Holstein. Le Holstein, c'est un espace qui est réparti à la fois sur le royaume de Danemark et dans le nord de l'Empire. Et ce territoire est divisé entre, comme vous le voyez, des territoires qui relèvent du roi de Danemark, des territoires qui relèvent du roi de Danemark et du duc de Holstein, et des territoires qui relèvent uniquement du duc de Holstein, qui est le duc de Holstein-Gottorp. Sauf qu'évidemment, comme vous voyez, ces territoires sont disséminés, etc., etc. Vous voyez à quel point les choses sont compliquées. Bien. Sur le plan juridique, je ne rentre pas dans les détails, je pourrais vous les donner si vous avez vraiment envie de vous amuser. Alors maintenant, de manière plus large, de fait, en gros, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le Holstein est un quasi-protectorat suédois. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur la carte qui est à votre gauche, en fait, la Suède poursuit une politique d'encerclement du Danemark. Alors, les provinces suédoises, les provinces du sud de la péninsule scandinave, avec la ville de Malmö aujourd'hui, sont acquises au cours des années, en 1658. Puis vous avez la Poméranie suédoise, que nous, Français,
on regarde toujours comme étant au nord de l'Empire, mais pour les Suédois, la Poméranie, elle est au sud du Danemark. Vous voyez, la perspective n'est pas du tout la même. Et puis, vous avez le Holstein. Donc, il y a un sentiment, effectivement, chez les Danois, une sorte de peur obsidionale chez les Danois, une sorte de sensation d'encerclement qui n'est pas injustifiée. Et pour les Suédois, l'ennemi principal dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est le Danemark. Et donc, il y a, vous voyez, une sorte de montage géostratégique autour du Danemark. Et c'est, bien sûr, la priorité de Stockholm. Sauf que Louis XIV, encore une fois, c'est une question de connaissance d'espace lointain, ne comprend rien, il n'est pas le seul, à la question du Holstein. Il ne comprend pas à quel point elle est importante. J'ai un certain nombre de citations. Il ne comprend pas pourquoi le jeune roi de Suède, Charles XII, oriente toute sa politique autour de la question du Holstein. Parce que, si vous voulez, ce montage-là, il ne l'a pas perçu. Enfin, quand je dis Louis XIV, évidemment, je résume, ce n'est pas lui seul, mais notamment, on a un certain nombre de textes, de lettres, enfin, de réflexions de Louis XIV. Le problème, c'est que, à cette époque-là, eh bien, les Anglais et les Néerlandais, eux, ont la puissance maritime, et quand il y a des contentions entre la Suède et le Danemark, ils peuvent intervenir de manière extrêmement ferme. Au début du XVIIIe siècle, les Suédois, l'Empire suédois, donc que vous avez ici, est l'objet d'ambition de ses voisins. Alors, je fais très rapidement le tour du propriétaire, si j'ose dire. Je commence par l'Est. La Russie qui aspire à s'emparer des provinces baltes. La Pologne qui veut récupérer la Livonie. Le Brandebourg qui veut récupérer, vous voyez, une partie de la Poméranie que les Brandebourgeois avaient déjà occupé, vous vous rappelez, dans les années 1670, mais qu'ils avaient dû rendre. Le Danemark veut se libérer de cette espèce de d'étreinte suédoise, et le petit Hanovre, à l'époque, veut s'emparer de Brême et de Verden. Donc vous voyez que c'est un empire, si vous voulez, qui est extrêmement, qui est cerné par un certain nombre de dangers. Les rapports qui reviennent de Stockholm aux voisins de la Suède décrivent un jeune roi, donc il a été roi à 15 ans, qui ne présente pas de capacité particulière, dit-on, un gouvernement suédois qui est divisé, c'est le bon moment pour attaquer. Effectivement, Auguste II de Pologne, Frédéric IV de Danemark, Pierre Ier de Russie signent une alliance et finalement entament le 11 février 1700 l'attaque des territoires suédois. Donc c'est une attaque entre une coalition d'anneaux. Alors je ne vais pas dire polono parce que ce n'est pas la République de Pologne qui est en guerre, mais le roi, alors là encore c'est pas très simple, en tant qu'électeur de Saxe, bon, et ainsi que le tsar. Je suis désolé, ce sont des choses qui sont un petit peu compliquées. Et quand la guerre éclate, eh bien, les gouvernements occidentaux sont extrêmement surpris par le déclenchement de la guerre, omnubilés qu'ils étaient par des questions relatives à la guerre de succession, d'Espagne. Et ils assistent à l'embrasement, en quelque sorte, du Nord. Immédiatement, dès que la guerre commence, Charles XII rassemble son armée direction Copenhague. Les Suédois attaquent Copenhague, bombardent Copenhague, sont sur le point de prendre Copenhague. Guillaume III arrive, siffle la fin des combats, et finalement somment les Suédois de lever le siège de la capitale danoise. Pourquoi ? Parce que pour les Anglais et pour les Néerlandais, il faut absolument éviter que les deux rives du détroit du Sound appartiennent à la même puissance. Donc quand c'était les Danois qui étaient hégémoniques, Londres et La Haye soutenaient les Suédois, et maintenant que c'est les Suédois, ils soutiennent les Danois. C'est une intervention autoritaire de Guillaume III qui dicte les conditions, encore une fois, de la paix. Alors c'est une leçon pour Charles XII, parce que le jeune roi de Suède, qui comprend les limites de cette alliance avec les Anglais et les Néerlandais. Il dirige ensuite ses armes vers la Russie, le 30 novembre 1700. Il remporte une grande victoire, la victoire de Narva, avec un rapport de force défavorable. Alors évidemment, très variable selon les relations. Alors je vous ai montré ici, c'est vraiment une victoire qui a un écho, ce jeune roi de 18 ans, Leibniz, qui veut le voir rêver, qui veut le voir régner jusqu'à Moscou et jusqu'au fleuve Amour, enfin bon, voilà. Et à Paris, vous avez un certain nombre, vous voyez, de documents, de gravures qui célèbrent la victoire de celui qui n'est pas encore le nouvel l'Alexandre du Nord, mais qui est en train de le devenir.
Par la suite, alors là on sent encore dans les choses compliquées, donc vous avez donc les campagnes à Narva, donc qui est tout au nord, et puis entre donc cette victoire de Narva 1700 et 1706, comme vous voyez, le roi de Suède va surtout rester circuler en Pologne et mener le combat contre Auguste II. Il ne rentre pas dans l'Empire. Le roi de Pologne, le roi de Suède, pardon, Charles XII, n'entre dans l'Empire qu'en 1706, et il établit son camp à Altronstadt, qui est un petit village à côté de Lagnitz. Alors la question, c'est pourquoi n'entre-t-il dans l'Empire qu'en 1706 ? Eh bien, c'est un rapport avec la guerre de succession d'Espagne. Selon Ragnhild Dalton, qui reste la grande biographe de Charles XII, les puissances maritimes avaient mis un veto à l'entrée des troupes suédoises dans l'Empire, pour ne pas perturber, évidemment, l'effort de guerre. En quelque sorte, 1706, c'est, selon John Lynn, l'annus horribilis de l'armée pour la France, donc Ramilly, bon, on l'a évoqué, Turin, etc., l'archiduc Charles qui rentre à Madrid. Donc, il y a moins de danger, et Charles XII a, en quelque sorte, le feu vert pour entrer dans l'Empire. Une sorte finalement, de réminiscence de l'alliance d'Orvers. En fait, non, parce que malgré les efforts de la diplomatie française, eh bien, Charles XII décide de partir vers l'Est, un pays hors du commerce des hommes, signale l'ambassadeur français, pour aller faire la guerre contre son dernier ennemi, Pierre Ier de Russie. Je vous épargne les détails, l'affaire est assez connue, l'armée suédoise s'enfonce vers Moscou, finalement bifurque et est détruite. Plus que défaite, elle est détruite sous les murs de Poltava, donc actuellement en Ukraine. Charles XII se réfugie dans l'Empire ottoman, où il va rester plusieurs années. Alors, en 1713, le règlement de la paix d'Utrecht fait que l'Europe du Nord n'est plus un théâtre d'affrontement entre la France et l'Angleterre. Alors, les Provinces-Unies sont en train de se retirer du jeu. Il va y avoir un événement qui va changer beaucoup de choses. C'est en 1714. Il y a deux événements. Le premier événement, c'est l'avènement de Georges de Hanovre à la couronne d'Angleterre. Et le deuxième événement, c'est le retour de Charles XII. Je vais vous raconter ça rapidement. Là, vous avez une situation de l'électorat du Hanovre, et vous voyez que les possessions suédoises de Brême et de Verden sont extrêmement stratégiques pour le Hanovre, parce qu'elles lui permettent d'avoir un débouché sur la mer du Nord, et donc de faciliter les relations avec l'Angleterre. Et donc, Georges de Hanovre, en tant qu'électeur de Hanovre, cherche à acquérir ces territoires, de profiter de la ruine de la Suède, parce que les Suédois perdent tout leur territoire au sud de la Baltique. Et évidemment, c'est très important parce que c'est assez contraire comme on dit à l'époque, aux maximes de la France, qui est de maintenir la puissance suédoise dans le nord de l'Allemagne. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le retour de Charles XII. Alors ouais, c'est quelque chose, c'est un peu la légende de Charles XII. Alors je vous ai mis les grandes étapes de sa vie entre 1709 et 1714. Donc il reste à Poltava, il va dans l'Empire ottoman. Et puis on sait que donc le 27 octobre 1714, il est dans une ville qui est actuellement en Roumanie, si vous voulez, juste à côté de Bucarest. Et le 11 novembre 1714, donc quelques jours après, qui voit-on arriver dissimulé sous l'identité du capitaine Frisk, eh bien Charles XII qui vient en quelque sorte, alors bon, vous voyez bien comme au XIXe siècle on a pu en faire, qui frappe la nuit à la porte de Stralsund, le gouverneur qui est réveillé, venez voir, Sa Majesté, qui aux dernières nouvelles était dans l'Empire ottoman. Vous voyez bien tout ce qu'on peut brosser là-dessus. Ça a un certain nombre de conséquences, notamment sur la défense de la dernière possession suédoise du nord de l'Allemagne, qui est la Poméranie. Les Suédois ne possèdent plus que la Poméranie quand Charles XII revient. Or, la Poméranie, avec la forteresse de Stralsund, tient parce qu'il y a des relations maritimes avec la Suède, avec la métropole. Désormais, Georges Ier d'Angleterre va utiliser une escadre qui va bloquer en quelque sorte les relations entre la Suède et la Poméranie. C'est la chute assurée de la Poméranie suédoise. Charles XII quitte Stralsund à la veille pratiquement de la prise de la ville par les ennemis. Nous sommes en novembre 1715, 3 ou 4 semaines après la mort de Louis XIV. Et finalement, il y a une sorte de concordance des dates, si vous voulez. Louis XIV, donc, qui est mort le 1er septembre, n'a pas vu, alors évidemment c'est un peu symbolique, un peu facile de dire ça, mais n'a pas vu la chute de la Poméranie suédoise, elle qui finalement était un des éléments essentiels de sa politique, étrangère de la France. Alors,
Voilà, à la fin de la Grande Guerre du Nord, donc vous voyez, les territoires suédois seront partagés. Ils ne conserveront que les petits territoires, vous voyez en jaune, une toute petite partie de la Poméranie suédoise. Le reste sera partagé. Alors, finalement, histoire d'un déclin ou limite de la puissance. Alors, le premier élément qu'on peut avancer, c'est effectivement de parler visiblement de déclin, puisqu'on avait une influence française qui était très forte, on va dire au milieu du XVIIe, et puis finalement beaucoup moins à partir des années 1680, donc dans cette période de grand tournant. Bien sûr. Mais il faut aussi, pour s'interroger sur cette question-là, considérer les causes structurelles de ce recul. Moi, je parlerais plutôt de recul plutôt que de déclin. En fait, le problème, c'est pas tant que la France a décliné, c'est que les conditions géostratégiques générales ont changé. Le premier élément, je le rappelle, j'insiste là-dessus, c'est la réunion des flottes anglaises et néerlandaises, qui désormais sont incomparablement plus fortes sur les mers en général, en mer du Nord en particulier, et en Baltique également. Ça, c'est le premier élément. La France ne peut absolument pas rivaliser sur le plan maritime en Europe du Nord avec son ennemi ou rivaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'avènement, à partir des années 1710, si on veut prendre une date simple, de la puissance russe. Alors, vous voyez qu'en 1710, le tsar va s'emparer des territoires que vous avez en vert, va contrôler la Baltique orientale. Alors la Baltique orientale, c'est très simple, les Français s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement, ils savent, on trouve, alors que la France va exercer une médiation tout à fait formelle dans les années 1720, le cardinal Dubois, donc qui est ministre des Affaires étrangères, sait même pas où s'arrêtent les possessions suédoises et les possessions russes dans cette partie de l'Europe. C'est un espace qui est absolument inconnu. On n'a pas de carte de la Norvège, par exemple. Enfin, c'est vraiment des espaces qu'on ne connaît absolument pas. On ne les connaît pas, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de les connaître, parce qu'il n'y a pas de commerce français dans la région. Le changement avec la Russie, c'est que, en fait, ce que j'avais proposé, c'est qu'entre le nord et on va dire le nord et l'ouest, il y avait une sorte de rapport du type centre-périphérie. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait des rapports de puissance inégaux. Les subsides partent des pays de l'ouest pour aller vers les pays du nord. Les interventions militaires partent des pays de l'ouest pour aller vers les pays du nord. Alors, on m'a dit, oui, mais les pays du nord font du commerce, certes. Mais sur le plan, si vous voulez, de la contrainte diplomatique et stratégique, il y a un rapport qui est déséquilibré entre l'Ouest et le Nord. Avec l'avènement de la Russie, les choses changent. Parce que le tsar n'a pas besoin de subsides. Le tsar n'est pas un prince que l'on peut impressionner comme les princes de la Baltique avaient pu l'être. Je vous ai parlé de Louis XIV qui intervenait avec ses armées. Il peut toujours envoyer ses armées, dire à Pierre Ier de Russie, bon, maintenant il faudrait libérer les territoires suédois. Vous imaginez bien le succès. Et donc, il y a deux éléments qui sont nouveaux dans cette Europe du Nord au début du XVIIIe siècle. Cette puissance maritime anglo-néerlandaise et surtout l'avènement de la Russie sur terre, mais également petit à petit sur mer. Au fond, c'est l'Europe du XVIIIe siècle qui est en train de se dessiner. Je vous remercie de votre attention.